bonsoir à tous ceux qui sont là, bonsoir à tous ceux qui nous regardaient, bonsoir à toi Jean-Christophe Seznec, bonsoir à toi Christian Amouzou qu'on retrouvera tout à l'heure. Je suis très très heureuse de démarrer cette première émission, ce défi, ce projet un peu fou de hashtag mes livres bien aimés. C'est vrai que j'aime les livres, j'ai grandi dans un monde de livres. Et que c'est bien, je suis contente à cette époque de ma vie de revenir à finalement quelque chose qui m'a toujours marqué au corps et au cœur, les livres. Donc cette émission, ce sera une émission mensuelle, ce sera une émission qui aura lieu tous les derniers lundis du mois à 20h, avec des invités que je remercie beaucoup d'avoir répondu présent à ce projet. Bien sûr à toi Jean-Christophe Seznec. Le prochain lundi de l'émission, je ne me souviens plus quelle est la date, mais je vous le redirai, j'ai la grande chance de recevoir Didier Van Comelart, prix Goncourt, que tout le monde connaît. Ensuite, je recevrai Jean-Victor Blanc, qui a écrit un livre absolument incroyable sur la pathologie des people, et il fait des liens comme ça ensuite avec qu'est-ce que c'est finalement les tableaux cliniques d'aujourd'hui. Et puis, quelqu'un que j'aime beaucoup et dont j'adore surtout les livres, qui est Valérie Kionkon, qui viendra nous parler en particulier ce livre que j'ai tant aimé, qui s'appelle Par amour. Et puis, je recevrai Frédéric Lenoir, je recevrai Catherine Guéguen. Donc voilà, beaucoup de rendez-vous en perspective. Mais aujourd'hui, Jean-Christophe, c'est avec toi que je commence et j'en suis heureuse de démarrer avec toi par amitié. Je suis heureuse que tu sois là. Alors Jean-Christophe, je te présente quand même en quelques mots. Donc tu es médecin psychiatre, évidemment. Tu es aussi médecin du sport. Et tu es très impliqué dans la pratique de l'ACT, ACT, qui est cette thérapie contemporaine d'engagement et d'acceptation avec au cœur tout ce qui est pratique de pleine conscience. On y reviendra très largement dans nos échanges. Et puis, comme tu le dis toi-même, donc je te cite, après avoir fait des études pour essayer d'être intelligent, j'ai poursuivi par des études pour être très con. Donc Jean-Christophe a en effet suivi des études de clown à l'école du Samovar, oui. C'est bien ça. Et pour un clown, dis-tu, il faut savoir que dire qu'il est con est un grand compliment. Donc c'est toutes ces facettes de toi, de cet homme médecin, finalement, on pourrait dire ça, de cet homme médecin qui se rit de lui-même et de la vie, que l'on retrouve dans ton livre dont on va parler ce soir, Débrancher votre mental, trucs et astuces pour ne plus ressasser et profiter de la vie, tout un programme. Donc merci. Et en fait, j'ai adoré lire ce livre. J'ai adoré le lire avec beaucoup d'attention. C'est un livre incroyable. C'est un livre qui est très riche, c'est un livre qui est passionnant, qui est très argumenté. Et puis j'aime beaucoup ton ton, qui est à la fois un ton très engagé, mais qui ne se prend pas au sérieux, comme tu es toi. Donc un style fluide et des trucs et astuces, évidemment, à profusion. Mais j'aimerais te poser une première question. Tu as écrit donc ce livre avec Sophie Le Guen. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, Sophie Le Guen est donc ta femme. Alors, finalement, est-ce que c'est si facile d'écrire un livre avec sa femme ou est-ce que c'est Sophie qui a tout écrit ? Merci de dire, parce que je ne l'avais jamais dit comme ça. On ne le dit jamais officiellement comme ça. Voilà, tu révèles tout, je suis à nu. En fait, avec Sophie, on travaille beaucoup ensemble, on réfléchit beaucoup ensemble, que ce soit dans son métier ou dans mon métier. Et finalement, je teste beaucoup d'hypothèses avec elle. Et dans mes précédents livres, j'ai eu le plaisir de faire travailler des amis. Et puis à un moment donné, je me suis dit, il n'y a pas de raison qu'un jour on ne cristallise pas ce travail qu'on a d'arrière-cuisine ensemble de façon officielle et que son nom ne soit pas mis en avant. Donc c'est le fruit de nos réflexions, même si c'est plutôt moi qui ai tenu la plume. Mais chaque idée a été travaillée ensemble et réfléchie ensemble. Et puis elle est plus dans le monde du travail, donc ça a permis aussi de tester toutes les hypothèses que je formule, tout dans la vraie vie du monde du travail. Donc vous avez tricoté tout ça ensemble ? Tout à fait. Ok. Alors après, j'aimerais bien te titiller un peu et te poser une première question, parce qu'il y a quelque chose qui me dérange dans ton livre.
Donc c'est plutôt sympa, pour moi c'est sympa de commencer comme ça. Est-ce qu'il faut vraiment débrancher son mental? Ou plus exactement, est-ce que c'est vraiment possible de débrancher son mental? Est-ce que finalement toute l'aventure que tu proposes très intelligemment et de façon très riche, une fois encore, c'est pas plutôt de se réaménager soi-même et de réaménager sa relation avec ses pensées, avec ses émotions, pour que notre mental arrête de nous prendre au piège constamment et finalement de mener nos vies à notre insu. Tu vois, quelque part, ça m'a dérangé. Moi, je n'ai pas envie de débrancher mon mental, en vrai. En tout cas, c'est de nous donner le choix. Oui. Parce que pour moi, nous avons 3 cerveaux. On a le cerveau mental, qui nous aide à réfléchir. Mais le problème, c'est qu'il a tendance à dériver vers le passé, et on risque de ruminer. De toute façon, le passé, on ne peut pas le changer. Ou à dériver vers le futur, et à nous créer de l'anxiété. Et de toute manière, on ne connaît pas le futur. Moi, je dis souvent à mes patients, si vous connaissez le futur, dites-le moi que je joue au loto. Donc, on ne connaît pas le futur. On a le cerveau sensoriel qui nous inscrit dans l'instant et nous avons le cerveau qui nous met dans l'action. On peut faire plein de choses dans l'action sans forcément mettre de pensée. Mais à notre époque, on est un peu happé, vampirisé par ce mental, puisque partout on juge, on like, on va au restaurant, il faut dire si on aime, on n'aime pas, on est sur Tinder, il faut dire si on aime, on n'aime pas. On est tout le temps en train de juger, commenter. Sur Tinder, c'est un peu le principe. Là, non? Oui, mais il faut aussi vivre l'amour, la relation, et ce qui fait qu'on peut être prisonnier dans ce mode de commentaire, et quand on est dans le mode du commentaire, on est parfois dans une conscience absente, et qui va être source de pathologie. Donc c'est juste avoir le choix de pouvoir de temps en temps débrancher le mental pour simplement profiter de la vie, simplement être là. Oui, on va en reparler, mais quand on sait qu'on passe 49% de notre vie dans notre tête, c'est vrai que c'est quand même assez inquiétant. Alors maintenant, je voudrais venir à quelque chose qui m'a amusée, mais que tu vas m'expliquer. Tu dédicaces ton livre à tes patients, jusque-là tout va bien, c'est très compréhensible. Tu dédicaces ton livre à Nelson Mandela, donc on comprend bien la liberté dans la tête de Mandela et tout ce qu'il a pu aller rechercher dans ses ressources pour créer tout ce que grâce à lui a pu exister. Jusque-là, pour moi, tout va bien. Mais alors, je voudrais bien que tu m'expliques, mais peut-être pas à la victoire des Springboks en demi-finale contre les Français à la Coupe du Monde de rugby en 1995. Tout simplement parce que ma culture est rugbyistique. Mon éducation est rugbyistique. J'ai grandi avec le rugby. J'ai réussi mes études de médecine avec mon esprit de rugby. C'est vraiment ça qui m'a porté, qui m'a permis de franchir les épreuves. Donc, je respire, je vis le rugby. Et dans cette fameuse finale, demi-finale, qui était merveilleuse, cette Coupe du Monde en Afrique du Sud, qui était quand même un grand événement parce que c'était l'ouverture après l'apartheid, il faut savoir que l'équipe de France en demi-finale aurait dû gagner cette demi-finale parce que Benazi a marqué un essai où il aplatit la balle sur la ligne, qui a été refusé. Tu me dis ça comme un truc incroyable. Oui, si l'arbitre avait été honnête, il aurait dû accepter cet essai et on allait en finale. Mais quel rapport? Laisse-moi terminer. Après, la finale a eu lieu contre les All Blacks. Et contre les All Blacks, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont rendu tous les All Blacks malades. Ils ont eu tous la gastro avant la finale. Ce qui fait que l'Afrique du Sud a gagné. Et donc, quand on est sportif, quand on aime le rugby, c'est tout un sujet on pourrait ressasser ça pendant longtemps, avoir du regret quand même, c'est pas possible. La France aurait pu être finaliste, voire championne du monde. Ça peut être source de beaucoup de rumination. Mais au fond, est-ce bien grave? Et finalement, ça a été une superbe opportunité que l'Afrique du Sud soit championne du monde. Ça a eu beaucoup d'impact pour ce pays. Ça a été l'objet d'un super film. Ça a ouvert plein de choses. Et donc, on voit bien le choix que l'on a. Soit on est un fan un petit peu au ras du ballon et puis on se dit « Ah, quand même, on aurait dû gagner ». Soit on se dit « c'est une opportunité pour tellement d'autres choses » que finalement, ce n'est pas si grave que ça et ça permet de raconter une histoire. Donc, c'est pour illustrer que dans ce livre, on a le choix. Soit d'en faire un problème ou soit d'en voir toutes les opportunités que ça peut donner ce genre d'histoire. Merci beaucoup pour cet éclairage et effectivement il me manquait cette clé d'entrée pour comprendre de quoi tu parlais vraiment et où finalement ce que tu introduis déjà là, c'est cette idée d'accepter et plutôt que de lutter en permanence contre ce qui ne nous convient pas, se dire que ça peut ouvrir à d'autres possibilités. Oui, moi j'aime bien cette phrase de Miles Davis qui dit « il n'y a pas de fausse note, tout dépend de la note suivante ». Donc finalement, qu'importe ce qui nous arrive,
résistons à juger, à commenter. Ça ne sert à rien, de toute façon, c'est déjà arrivé. Ça dépend de ce qu'on en fait. Et c'est ça que j'essaye de proposer. C'est pour ça que dans l'acte, c'est l'idée du surf, c'est la métaphore du surf. Qu'importe la vague, il faut regarder comment on la surfe. Comment ça appuie dessus. Oui, comment on en joue. Voilà, c'est ça. Et le clown, c'est un surfeur freestyle. Il joue, et puis ils s'en foutent de tomber, il joue de tout ça. Jouons avec les vagues. Alors évidemment, un des premiers grands thèmes que tu abordes dans ton livre, c'est nos pensées, c'est notre mental, c'est ce flux des pensées qui finalement font la pluie et le beau temps de notre morale, de notre état d'être, de nos états d'âme, puisque d'abord on en a pour la plupart pas du tout conscience que tout ça est en train de passer, de défiler non-stop dans nos têtes. Et donc finalement tu parles de ces pensées auxquelles on croit complètement, comme si c'était un scénario permanent qu'on alimente, et on finit, et ça c'est vraiment un mot qui appartient à ce domaine de l'acte, à fusionner complètement avec ces pensées et à plus pouvoir prendre cette distance et prendre conscience que ce ne sont que des pensées et qu'on n'est pas obligé d'y croire et d'y adhérer en permanence. Oui, moi je suis un peu taquin, puisque j'ai cette culture de clown. Je dis qu'on produit des pensées comme on produit de l'urine, qu'on produit du caca. On n'est pas de l'urine, on n'est pas du caca, on n'est pas de la salive, comme on n'est pas nos pensées. C'est des productions de notre organisme. Et si on continue sur cette image crue, si je passe toute la journée à regarder mon caca, je trouve que ça pue et on a une vie de merde. Dans la réalité, on tire de la chasse d'eau, on va voir ailleurs. Et ben, on peut faire la même chose dans notre tête. Il y a des pensées de merde dans notre tête. On n'est pas obligé de rester le nez dessus. On a le choix de tirer la chasse d'eau et d'aller voir ailleurs et porter son attention à l'extérieur de soi, mais aussi dans notre intériorité, sur des choses plus intéressantes. On n'arrête pas le robinet à penser. D'ailleurs, en thérapie ACT, les gens qui ont des troubles obsessionnels compulsifs, ils n'ont pas moins de pensées, mais simplement, ils se laissent moins hameçonner par ces pensées. Elles sont là, il y a beaucoup de choses dans leur tête, mais ils arrivent à porter leur attention sur ce qui est important pour eux. Et d'ailleurs, dans le fait de tirer la chasse, qui est effectivement une métaphore particulièrement, enfin qui te ressemble tellement, donc, et en plus on ne peut que s'en souvenir, donc merci beaucoup pour cette métaphore. Mais ce que je trouve très intéressant dans ce chapitre où tu parles de ça, c'est que tu dis aussi, et ça on le dit très peu en psychologie, donc j'aimerais que tu en dises toi un mot, sur le fait qu'on peut aussi tirer la chasse sur des pensées obsédantes de notre enfance et ces pensées hameçons qui nous ramènent en permanence en arrière. Oui, on a un cerveau émotionnel qui, pour notre survie, parce qu'il est programmé pour notre survie, veut trouver des solutions à tout. Et notamment, il peut vouloir trouver des solutions à notre passé. Mais sauf que par définition, il est passé. Donc notre machine à trouver des solutions va s'user et patiner et nous user moralement. Or, le seul endroit où on peut vivre, c'est le présent. Et avec le temps, on a tous une histoire, plus ou moins douloureuse parfois, plus ou moins traumatique, mais malgré tout, on a tous une histoire. Et moi, dans les formations ACT où je suis allé, comme c'est des formations expérientielles, on travaille sur nous. C'est un dispositif où il y a quelqu'un qui fait le patient, quelqu'un qui fait le thérapeute, quelqu'un qui fait l'observateur. Donc on travaille sur nous. J'ai jamais vu rencontrer quelqu'un qui n'avait pas des poubelles dans sa vie. On a tous des histoires dans l'arrière-cuisine. Donc certes, ça peut être plus ou moins douloureux, mais c'est de ne pas se laisser happer par ce cerveau émotionnel qui veut trouver des solutions à ce passé ou des solutions à nos commentaires, parce qu'on risque de s'enliser et avoir une double peine, c'est-à-dire une peine émotionnelle à la réalité qui est à négocier. Oui, parce que tu parles précisément de ces pensées qui nous harcèlent. Le mot est fort, mais si vrai dans la réalité de nos vies. Et qu'est-ce que tu pourrais nous raconter, parce que tu le développes beaucoup dans ton livre, de d'où viennent ces pensées qui nous harcèlent? Alors, tu parles des pensées hameçons. J'aimerais bien que tu nous racontes l'histoire peut-être du pêcheur. Les pensées hameçons. Alors, pour présenter les pensées hameçons à mes patients, je leur pose les questions suivantes. Je leur demande est-ce que c'est l'hameçon qui attrape le poisson ou le poisson qui attrape l'hameçon? C'est quoi? C'est l'hameçon? C'est le poisson qui attrape l'hameçon. Est-ce que c'est important pour le poisson qui est le pêcheur? Non, c'est pas important. Est-ce que c'est important pour le pêcheur, pour le poisson plutôt, quelle est la couleur de la canne à pêche? Non. Est-ce que c'est important pour le poisson, comment est habillé le pêcheur? Qu'est-ce qui est important pour le poisson qui veut vivre tranquillement dans son étang ou de son rivière, alors qu'il y a beaucoup de pêcheurs avec des hameçons? Qu'est-ce qu'il doit être capable de faire?
Oui, de repérer l'hameçon, de distinguer les hameçons. Et ben, dans notre intériorité, c'est ça. Notre cerveau émotionnel nous propose des pensées hameçons et c'est important de les repérer pour ne pas mordre dedans. Parce que si j'ai cette pensée hameçon, je suis nul, je ne suis pas à la hauteur, et ben, on mord dedans et hop, on se laisse attirer dans la rumination. On se laisse attirer, je suis nul, ben, je suis triste de penser que je suis nul, donc j'en fais un peu moins, donc je me trouve un peu nul, et la spirale anxieuse, la spirale dépressive se met en route. Cette image, c'est souvent l'image, quand je demande à la fin de thérapie quelle image vous a parlé le plus dans ce qu'on a fait, c'est souvent celle qui revient en premier. Et moi, j'ai une histoire qui m'a beaucoup touché. Il y avait une patiente qui venait d'ailleurs de très loin d'Allemagne pour venir me voir pour des dépressions récurrentes. Et du jour où elle a compris cette histoire de pensée hameçon, elle n'a plus jamais rechuté. Elle voyait ses pensées hameçon arriver et elle savait faire le tri. Et d'ailleurs, être adulte, c'est savoir faire le tri dans les pensées qui se proposent à nous, lesquelles nous sont utiles, lesquelles ne sont pas utiles pour nous, lesquelles fonctionnent, lesquelles ne fonctionnent pas. Oui, puis tu parles aussi beaucoup de ces petites phrases pièges qui tournent en boucle dans nos têtes, je dois, il faut, et qui sont effectivement des pensées qui ne peuvent que nous faire des boucles de rumination. Oui, ça nous crée une sorte de prison mentale dans laquelle on s'enferme et on ne remarque pas à quel point notre vie n'est faite que d'histoires. J'ai lu on va parler de livres puisqu'on est là pour ça, j'ai lu un peu tardivement par rapport à tout le monde le fameux livre Sapiens et j'ai été étonné dans ce livre à quel point il dit que depuis l'origine des hommes, l'histoire des hommes s'est construite sur des histoires. Même l'argent, c'est une histoire qu'on se raconte. Autrefois, c'était autre chose, l'argent. Et finalement, il suffit de se rendre compte que ce ne sont que des histoires pour aller être beaucoup plus tranquille, aller beaucoup mieux. Oui, mais c'est ce que tu dis bien sûr, et on le sait, mais alors toi, c'est toujours étonnant d'ailleurs dans cet univers-là, c'est qu'on le sait avec nos têtes, tous, enfin beaucoup d'entre nous, nous savons tout ça. C'est comme s'il y avait quand même quelque chose qui nous empêchait, qui ne nous permettait pas de faire un pas de côté et de se situer ailleurs. Parce que, bien sûr, tu insistes beaucoup sur cette idée que le mental crée des illusions, bien évidemment, et des illusions très puissantes, et qu'on est comme des scénaristes, et avec tous ces films auxquels on croit complètement. Et tu dis, et tu écris de nombreuses pages là-dessus, et c'est très parlant aussi, parce que c'est ça ton génie d'écriture et ton talent de clinicien, c'est que tu as énormément d'images comme ça qui sont marquantes. Tu dis qu'on est tous des ruminants. Donc tout de suite, cette image est très évocatrice. Tu peux nous en parler un peu de cette rumination, vraiment tu assistes beaucoup, hein, tu dis voilà, on est des ruminants, on n'est que des ruminants. Disons qu'il y a certaines personnes qui sont plus ruminants que d'autres. Et il y a des gens qui sont un peu spécialistes à ruminer, à ressasser des pensées. Je ne pense pas que tout le monde soit des ruminants, mais certains sont comme ça, comme les vaches, au lieu de digérer, de reprendre leur digestion, ils reprennent certaines pensées, ils les reprennent incessamment et ils vont s'enliser dans cette boucle. Et j'utilise des images parce qu'une image, c'est plus fort que n'importe quel discours. Et puis un discours, ça va réalimenter les ruminations. Donc c'est pour ça que j'ai voulu dans l'écriture de ce livre que ça ne soit pas un livre qui donne encore à penser, parce que ça serait encore ruminé. Donc j'ai essayé de trouver une astuce littéraire pour donner des images pour qu'on ressente, on voit les choses sans avoir à y penser. Et notamment ces images un peu clownesques aident à voir différemment les choses. Et puis j'ai choisi d'avoir des séquences courtes, c'est-à-dire des explications, des images, des citations, et puis plein de cas cliniques pour que les gens se reconnaissent à travers ça, pour justement qu'ils se laissent transporter dans une autre manière de voir et qui perçoivent ce mécanisme de rumination. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ruminent parce qu'en fait, ils ne connaissent pas bien comment ça fonctionne leur intériorité. Moi, j'ai une vision mécanique de l'intériorité de l'être humain. Et d'ailleurs, en consultation, j'utilise souvent ma deuxième consultation pour expliquer comment, à ma façon, je vois le fonctionnement d'un être humain entre la machine à fabriquer des pensées, la machine à fabriquer des émotions et les sensations physiques, et comment tout ça, ça peut s'emballer. C'est ce que j'explique un petit peu dans le livre. Et déjà, dans plein de pathologies, simplement comprendre comment ça fonctionne, matérialiser ça, j'ai l'impression que je fais 50% du travail avec les patients.
Oui, bien sûr, et tu dis d'ailleurs que ruminer nous enferme, et puis tu développes aussi quelque chose que je trouve très intéressant, parce que moi je me souviens justement d'une patiente qui me disait « mais c'est important pour moi de ruminer, parce que ça me permet d'avancer et de comprendre des choses ». Or, tu fais bien la distinction entre ruminer et penser, et que de ruminer, ça ne produit pas une pensée construite, et que évidemment penser, c'est une organisation cognitive qui va pouvoir permettre d'envisager certains scénarios, de construire des projets, de trouver des solutions, et tu fais vraiment la distinction entre les deux. Oui, c'est pas la même chose de ruminer, de penser, de vagabonder, de rêvasser, parce qu'on a besoin de rêvasser parfois, de se laisser porter par son imaginaire. C'est des moments qui peuvent être plaisants, d'être en dilettantisme, mais c'est pas la même chose de ruminer, de tourner en boucle les choses, de ressasser, de vouloir essayer de trouver des solutions sur quelque chose qui a souvent pas de solution, parce que c'est passé, ou parce qu'il nous manque des informations pour trouver la solution. Tu introduis aussi cette idée que c'est notre monde aussi, que c'est le contexte dans lequel on vit, d'hyper-connectivité permanente, qui probablement crée cette surcharge mentale, cette surcharge émotionnelle, qu'on est constamment conduit à faire des choix, à décider dans une multitude de possibles et d'une multitude de sources dans lesquelles il faut sélectionner. Alors finalement, j'ai envie de te demander, est-ce qu'on est vraiment en overdose? Parce que tu parles de overbooking, overthinking. Oui, après c'est à chacun de regarder, mais il y a un risque dans notre époque parce qu'on est stimulé pour être bon partout. Il faut être bon au travail, il faut être bon à la famille, il faut être bon dans ses sorties, dans ses loisirs. Sur ses posts Instagram. Tout à fait. Je ne sais pas toi si tu es en overbooking, overthinking, mais le monde est un vrai supermarché où il y a tellement de choses à faire, tellement de possibilités que c'est parfois dur de ralentir, plus toutes les contraintes administratives que l'on a. En termes de médecin, la médecine n'a plus rien à voir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit qu'on n'est plus des soignants, on est des employés de santé parce qu'il y a tellement de contraintes pour soigner, pour répondre à toutes les demandes de la CPM, des patients, de l'État. Et on n'a plus le temps de prendre le temps. D'où cette fameuse métaphore qu'on dise en méditation, c'est-à-dire que c'est bien de méditer un quart d'heure par jour, mais quand on n'a pas le temps, il faut méditer 1 heure. C'est pas pour rien qu'on n'a pas le temps. Il faut savoir ralentir. Puis regardez-moi, quand je vous parle, bon, certes, je suis passionné, mais je parle vite. Hein, c'est qu'on est pris aussi dans ce flux parce qu'on a envie de beaucoup faire, beaucoup dire. Alors j'aime beaucoup parce que c'est quand même un peu gonflé de ta part de dire ça comme ça. Mais dans ton livre, tu dis, et je trouve ça très intéressant, que finalement ce fameux burn-out qui est à la mode, malheureusement à la mode, hein, puisque le burn-out c'est quand même vraiment une maladie, même si elle n'est pas encore aujourd'hui reconnue en psychiatrie, mais c'est quand même une maladie d'épuisement professionnel le plus souvent et d'épuisement dû au stress. Et toi tu dis tranquillement, tu dis mais finalement le burn-out, enfin tu ne le dis pas tout à fait comme ça, mais tu dis presque que le burn-out c'est formidable que ça existe. Tu ne le dis pas tout à fait comme ça c'est moi qui exagère. Tu dis c'est un disjoncteur naturel. Tu te souviens que tu as écrit ça? Non, comme ça, non. Ce que j'ai. Tu dis le burn-out c'est un trouble. Ouais, voilà. Ouais, si, je vois. En fait, le burn-out, ce n'est pas une maladie en soi, parce que c'est un trouble de l'adaptation. C'est un trouble de l'adaptation parce qu'on a du mal à s'adapter. On a du mal à s'adapter parce que soit on a du mal à s'adapter aux contraintes du travail, soit le travail propose des conditions dures où c'est difficile de s'adapter. Et ce que je dis particulièrement, c'est que souvent, le burn-out, c'est la maladie des bons élèves. Parce qu'ils utilisent des techniques de bons élèves dans le monde du travail qui ne marchent pas. Parce qu'on ne peut pas faire son travail parfaitement au travail, on ne peut pas avoir les reconnaissances qu'on a à l'école et on va s'user là-dedans. Et justement, comme on s'use à vouloir trouver des solutions, en effet, là, le burn-out, c'est un disjoncteur pour dire stop, je ne peux pas aller plus loin, il faut que ça s'arrête. Il faut faire autrement. Et c'est là toute la difficulté chez les gens qui souffrent d'un burn-out, c'est de faire un pas de côté, avoir cette folie de faire différemment. Mais c'est très dur pour ces gens-là de renoncer à bien faire le travail, de renoncer à satisfaire un chef, le niveau d'exigence, de renoncer à atteindre des objectifs. Mais c'est ça qui les tue. Et j'utilise justement une métaphore à propos sur le burn-out. Hein? Tu m'étonnes d'utiliser des métaphores. Puisque mon dada, c'est le clown, dans le clown classique, il y a le clown blanc qui me donne des ordres. Et il y a l'Auguste qui dit oui, qui ne fait rien qu'à sa tête. Et c'est ce que j'apprends à mes patients. C'est-à-dire que dans certaines situations, si on dit oui à tout à l'entreprise, on souffre terriblement. Et parfois,
c'est pas toujours possible de s'en aller. Même si souvent je taquine mes patients en disant si ça ne vous plaît pas, allez vendre des glaces à Biarritz. Vous êtes libre, hein, parce qu'il y a que des règles qui nous empêchent d'y aller. Mais bon, entre la théorie et la pratique, c'est pas toujours aussi simple. Mais il y a une voie intermédiaire qui est faire de l'auguste, qui est dire oui, oui, et puis n'en faire rien qu'à sa tête. Puis dire ah c'est con là, j'ai pas eu le temps de faire ce projet, c'est quand même bête, hein. C'était une bonne idée. On n'a pas eu les moyens de muscler sa connerie en entreprise. Voilà, parce que le système est un peu fou. Donc, on est obligé de faire un pas de côté pour sa survie. Mais ça, c'est très difficile pour les bons élèves. Oui, c'est difficile pour beaucoup de gens. Ouais, c'est très difficile pour beaucoup de gens. Et puis, tu dis aussi que, et ça c'est très intéressant parce que c'est vraiment un sujet brûlant d'actualité, on se plaint beaucoup des mondes virtuels qui capteraient notre attention, nos compétences cognitives, nos capacités à ressentir, nos capacités à aimer, notre capacité à être en lien, etc. Mais finalement, comme tu le dis dans ton livre, eh ben finalement, on se plaint des mondes virtuels, mais c'est notre monde à 50%. Enfin, tu dis 49, très exactement, hein, dans ton livre. C'est-à-dire qu'on passe 50% de notre vie dans notre tête, et comme tu viens de le dire à l'instant, on peut aller vendre des glaces à Biarritz. Oui. Enfin, on peut aussi aller vendre des chouchous à Toulon. Tout à fait, tout à fait. Non, et faire des crêpes en Bretagne. D'accord, parfait. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer. Et puis la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on peut changer, et avec aussi ces données plus neurobiologiques qu'on connaît bien aujourd'hui, qui est l'épigénétique, et qui fait qu'on n'est pas programmé toute notre vie pour fonctionner de la même façon du moment où on est né jusqu'au moment de notre mort. Tu nous dis un mot sur l'épigénétique ? Oui, l'épigénétique, c'est vraiment une révolution de ces dernières années, parce que pendant longtemps, on pensait qu'on était programmé du fait de notre génome, de notre patrimoine génétique, et en fait, on s'est rencontré que ce patrimoine génétique s'exprimait différemment selon nos actions. Ça sculptait l'être humain que l'on était, et même voir nos enfants. Par exemple, actuellement, il y a une épidémie de dépression au niveau mondial, ça va devenir la première pathologie mondiale, et pourtant le gène de la dépression, il n'est pas arrivé comme ça d'un seul coup. Et d'ailleurs, l'épidémie de dépression recouvre le même territoire que l'épidémie d'obésité, et il n'y a pas le gène de l'obésité d'un seul coup qui est apparu. C'est toutes nos micro-actions qui sculptent notre manière d'être et qui sculptent les pathologies. Donc, de donner du sens à chaque chose a une influence sur ce qu'on est et sur ce qu'on devient. Je vais donner un exemple, une étude que je trouve extraordinaire. C'est auprès de femmes de chambre d'hôtel aux États-Unis. On a été les voir, la médecine du travail, et puis elles n'ont pas le temps de faire du sport. On leur dit à tout le monde de faire du sport, elles n'avaient pas le temps. Et à un moment donné, on leur a dit, mais quand vous soulevez les matelas, quand vous faites tout ça, c'est comme si vous alliez en salle de gym, vous soulevez des poids, vous êtes en mouvement. Donc à la moitié des femmes de chambre, on leur a montré que ça avait des vertus comme du sport. Et à l'autre moitié des femmes de chambre, on leur a rien dit. On les a revues un an après, celles qui savaient pourquoi elles faisaient ça, elles avaient moins de problèmes de santé, elles avaient même maigri. Alors que les autres, qui faisaient exactement le même métier, aucune influence. Donc ce qui est fascinant, c'est que la façon dont on regarde les choses, comment on donne du sens aux choses, ça sculpte l'être humain que l'on est. Et ça, c'est source de beaucoup d'espoir, c'est qu'à tout instant, comme dit Nelson Mandela, je suis le capitaine de mon âme, donc maître de mon destin. C'est au début le titre que je voulais mettre au livre, mais en tout cas, c'est celui qui m'a gouverné dans l'écriture de ce livre. Ça sculpte notre vie et l'être humain qu'on en est. Mais on pourrait aussi citer, j'associe dans ce que tu viens de dire sur ce que dit Tal Ben-Shahar sur le boulot, où il dit on peut considérer son boulot comme un job, on peut considérer son boulot, enfin, il a fait une étude qui avait été faite sur maintenant ça s'appelle les techniciens de surface dans les hôpitaux, donc soit effectivement tu bosses et pour gagner tes sous, et ce qui est tout à fait légitime pour nourrir ta famille ou toi-même, etc. Donc c'est un job. Soit tu considères ton job comme une mission, parce qu'effectivement, tu as la mission, de job comme une carrière. Donc parce que tu dis que pour l'instant tu es technicien de surface, mais après tu vas monter dans les échelons et tu seras chef des techniciens de surface et peut-être directeur du service propreté de l'hôpital, donc tu as ce type d'objectif. Ou enfin de travailler comme une mission, et de donner du sens à sa vie et de considérer que c'est tellement important que les couloirs de l'hôpital soient propres,
parce que ça évitera les maladies nosocomiales, parce que ça permettra aux malades de se sentir mieux, parce que ça permettra aux médecins de travailler dans de meilleures conditions. Donc c'est vraiment le regard que l'on porte sur ce que l'on fait et les pensées que l'on a sur ce que l'on fait et ce que l'on vit qui peuvent considérablement changer le cours de nos vies, dans le fond. Tout à fait. Dans la thérapie acte, on travaille beaucoup sur les valeurs, sur ce qui est précieux pour soi. Et certes, on peut souffrir des histoires qui s'imposent à nous, mais on peut se raconter nous-mêmes l'histoire qui a du sens, qui nous met au contact de ce qui est précieux pour nous, pour surfer la vie, pour vivre l'aventure de vie qu'on a envie d'avoir. Alors, on a déjà beaucoup parlé, donc puisque tu le proposes dans le titre donc, de ton livre, débranchez votre mental, on va se débrancher tous les deux quelques instants et on va se brancher sur Christian Amouzou, qui est un psychiatre cinéphile et qui va nous faire le plaisir de nous parler dans la rubrique #CMovie d'un film que probablement vous avez tous ou presque vu ou entendu parler au moins. Voilà, on va parler pour cette première de l'actualité, on va parler du Joker. Parce que dans toutes les analyses sur le film, une idée domine, c'est le monde qui a créé le Joker. Il est le résultat d'une évolution sociétale. Les premières minutes du film se déroulent au son du commentaire radiophonique qui décrit la situation catastrophique de la ville. Alors moi, je vais m'autoriser à être différent, et en 3 minutes, je ne vais pas critiquer le film, je vais raconter mon point de vue de psychiatre, je vais le raconter avec mon point de vue de psychiatre en utilisant 4 scènes, même si Joaquin Phoenix apparaît dans toutes les images du film. Première scène, un bureau dérangé. Arthur Fleck, le héros, rit parce que c'est son symptôme le plus visible. C'est un rire immotivé, inadapté. Devant lui, il y a une femme qui l'écoute, plus ou moins, et malgré l'environnement particulièrement suggestif, elle n'est pas psy, elle est assistante sociale. Alors quand il lui pose la question, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le monde qui devient de plus en plus fou, elle répond en disant, c'est le système. Il insiste, j'étais mieux quand j'étais à l'hôpital. Croyez-vous que vous pourriez demander à mon médecin d'augmenter mon traitement? Et là encore, réponse à côté, vous prenez déjà 7 médicaments, j'ai du mal à croire qu'ils ne vous font aucun effet. Alors la plainte n'est pas entendue, que d'occasions manquées. Elle ne repère même pas les jeux de mots, alors que tous les néologismes lui échapperont. Elle ne rit pas, alors il se tait, et il dit « J'en ai assez d'être aussi mal dans ma peau ». Après le début, alors dès le début, le film m'effraie parce que je comprends que le psy va manquer. Ça va être l'histoire de l'échec d'un système de santé, de la psychiatrie, parent pauvre de la médecine. Deuxième scène, une demi-heure plus tard, toujours dans le même bureau. La pénurie des soignants frappe encore. J'ai entendu une chanson à la radio, mon nom est Carnaval. C'est fou, parce que c'est aussi mon nom de clown. Et là, l'interlocutrice n'a pas changé. Elle n'imagine même pas qu'il pourrait s'agir d'une hallucination ou d'automatisme mental. Et la psychose est visible, comme le nez au milieu du visage. Mais son désintérêt pour le trouble psychique est tellement flagrant qu'Arthur, le héros, le lui dit. Vous me posez toujours les mêmes questions sans écouter ma réponse. Est-ce que vous avez des idées noires? Évidemment, oui, tout le temps. Mais ça, vous ne m'écoutez pas. Et un seul commentaire. Nous n'avons plus de subventions pour notre programme. C'est notre dernière rencontre. Troisième séquence. Là, Arthur a tout compris. Pour savoir, il faut lire son dossier médical. Il se précipite à l'hôpital pour essayer de savoir ce qu'il y a dans ce document ultra secret. C'est son secret à lui. Et là, on lui dit, c'est secret, mais c'est secret pour vous, donc vous ne pouvez pas le savoir. Alors, il n'a pas d'autre choix. Il vole son dossier. Et quatrième scène, la dernière scène, là, tout a changé. Le décor est plus simple, l'interlocutrice est différente. Arthur rit encore. Le même rire étrange, désaffectivé, décalé. Mais là, elle le regarde et elle l'écoute. Et c'est le pendant de la scène du début. Qu'est-ce qui vous fait rire? On l'écoute enfin, on attend sa réponse. Je pensais à une blague. Alors intéressé, le psy le relance. Vous pourriez me la raconter? Et là, comme tous ces patients qui nous jugent inaptes à comprendre le contenu du délire, il répond « ça ne vous fera pas rire ». Et il repart en dansant sur un air de Sinatra. « That's life,
Et il continue en disant « Send in the clown », envoyez les clowns. Voilà, ça c'est mon résumé de l'histoire de ce film. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Christian. Donc on retrouvera Christian Amouzou pour la prochaine émission, donc le mois prochain, sur un autre film, pas du tout encore déterminé. Merci à toi pour cet exercice de 3 minutes. Voilà. Merci. Donc on va reprendre avec toi, Jean-Christophe Seznec. Donc on parle toujours de ton livre « Débranchez votre mental, trucs et astuces pour arrêter de ressasser et profiter de la vie ». Donc, on reprend avec cette idée qu'on a déjà commencé à bien développer sur le fait que nous créons nos propres pièges et surtout nos propres règles. Et que finalement, ces règles, elles sont édictées que par nous. Et que cette espèce de gouvernance intérieure nous conduit finalement quelquefois à vivre des vies qui ne nous ressemblent pas vraiment. Oui, toutes ces histoires qu'on se raconte qui sont liées de notre culture, de notre vie, on se raconte comme quoi il faut, je dois, alors qu'on est libre de tout, on est libre de tout apprivoiser, de tout faire sien. Il y a l'histoire de ce fameux prisonnier d'Alcatraz qui un jour reçoit un oiseau qui a une patte blessée, il le soigne, et en le soignant, l'oiseau s'habitue à lui, il devient familier, puis il y a un autre oiseau qui arrive, il donne à manger, puis il garde des miettes de pain pour les oiseaux, puis au fur et à mesure, il y a plein d'oiseaux qui viennent voir ce prisonnier d'Alcatraz. Et puis les geôliers, ils se rendent compte qu'il a un intérêt pour les oiseaux, lui donne des trucs, et finalement, sa prison devient une vraie volière. Donc même en prison, c'est une histoire véridique, on peut se réapproprier les choses pour les transformer et pour en faire quelque chose pour soi. Le tout, c'est se sentir libre. Et dans un documentaire que j'adore qui s'appelle Tout va bien, le premier commandement du clown, donc, que je vous encourage à regarder, l'un des profs de clown au Samovar où je suis allé dit « La liberté, c'est un muscle qui s'entraîne ». Donc entraînons-nous à être libres et libres de jouer de tout ce qui nous arrive. Et finalement, tout va bien pour le clown, parce que chaque chose est une opportunité. Être triste, c'est une opportunité. Rire, c'est une opportunité. Donc jouons de tout ça pour profiter de la vie. Et puis avec ce grand piège que nous connaissons bien et dans lequel nous sommes tellement souvent pris, qui est le piège de la comparaison, on passe notre vie à se comparer aux autres, à ce que sont les autres, à ce qu'on pourrait être par rapport aux autres. Et bien sûr, tu sais où je viens, oui. Donc je te laisse le privilège de raconter ton histoire. Donc notre machine à comparer est un grand problème parce que c'est toujours ce cerveau émotionnel qui veut trouver une solution pour nous sécuriser parce qu'il est obsédé par la sécurité. Donc une manière de se sécuriser, c'est de regarder est-ce que je suis à la hauteur. D'ailleurs, c'est une pensée hameçon que j'ai remarqué que beaucoup de femmes ont. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mesdames, mais c'est souvent une pensée hameçon que je retrouve. Et donc, pour être sûr qu'on est quand même à la bonne hauteur, comme si le mètre à mesurer la bonne hauteur existe, il va se comparer aux autres. Mais cette comparaison, elle est pipotée d'avance. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on compare ? On compare notre arrière-boutique avec la vitrine des autres. Donc forcément, on est perdant. On ne compare pas exactement la même chose. C'est pour ça que Facebook, c'est terrible. Parce qu'on voit tous des enfants, les enfants des copains qui réussissent super, les vacances géniales des uns et des autres. On ne va jamais mettre des trucs où on merde. Donc on se dit, ils ont des vies géniales, moi j'ai une vie de merde. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a un biais de comparaison. Et donc c'est intéressant d'apprendre aux patients de prendre conscience de cette machine à comparer qui est extrêmement destructrice. Oui, et puis finalement, ça nous permet là, ensemble, de parler de quelque chose auquel on tient beaucoup tous les deux, qui est la vulnérabilité. Donc finalement, accepter sa vulnérabilité, accepter sa part d'humanité, accepter qu'on est faillible et qu'on l'est tous, et que c'est finalement la seule possibilité de se relier pleinement aux autres et pleinement à sa vie et pleinement à la vie. Toujours dans ce fameux documentaire
Tout va bien, le premier commandement du clown, que je vous encourage vraiment à regarder, qui suit pendant 2 ans des gens qui font l'école du samovar. C'est des gens comme vous et moi au départ, et puis après ils deviennent clowns. Et il y a une autre phrase qui est géniale qui parle de cette vulnérabilité. Ils disent, l'une des profs de clown dit « On admire les acrobates et on aime les clowns ». Je ne sais pas vous, mais moi je préfère être aimé qu'être admiré. Or, on passe le temps à essayer d'avoir l'air pour être admiré, alors que ce qu'on veut, c'est être aimé. Et le clown, il est bancal, il est vulnérable, il naît du bide, il naît de son ridicule, de sa fragilité. Et on l'aime, et on l'aime. C'est ça qui est génial. Et à tel point qu'on se raconte des histoires, ce documentaire se termine, une fois qu'ils sont clowns, par ils s'habillent en clown, ils vont au supermarché, au Châtelet, tout ça, ils vont par 2. Ils n'ont pas l'air comme tout le monde, hein, ces gens-là. Ils ne bougent pas. Et je peux vous assurer qu'il n'y a personne qui tourne un regard vers ces clowns-là. Les gens passent. Ils ne les regardent même pas, ne les voient même pas. Et j'ai rencontré le réalisateur qui m'a confirmé que personne ne s'arrête. Donc imaginez le temps qu'on met chaque matin pour avoir l'air. Moi j'ai mis une veste pour avoir l'air. Alors que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et notre vraie force, c'est cette vulnérabilité. Notre vraie beauté, c'est cette vulnérabilité. Moi, je vois mes patients se transformer en cours de thérapie. Au début, ils sont pris dans leur souffrance. Et quand ils se connectent au fur et à mesure des séances à leur vulnérabilité, il y a quelque chose qui s'éclaire parce qu'ils deviennent humains. C'est génial. Et c'est ce qui est très beau, c'est notre vulnérabilité, notre fragilité. Et puis tu dis aussi quelque chose, alors j'adore, c'est ton côté provocateur, mais tu as raison, il faut être provocateur parce qu'il faut sortir aussi des pièges même de nos métiers. Et tu dis, il faut arrêter avec la mode du stress. Parce que maintenant, effectivement, le stress est devenu une espèce de mot valise et on dit « je suis stressé ». Et donc, je suis stressé, on peut peut-être parler du fait qu'on est en colère, peut-être qu'on est triste, peut-être qu'on est agacé, peut-être qu'on a peur. Enfin, ça peut masquer énormément de notre réalité émotionnelle. C'est une bonne excuse ce mot, parce que c'est un mot paravent, c'est un mot excuse, c'est un mot on se victimise parce que c'est plus facile d'être victime que d'être au contact de sa fragilité. Et moi, souvent, je demande à mes patients de retirer ce mot stress pour trouver des synonymes. Je suis éprouvé, je dois m'adapter, je suis inconfortable. Parce que stress, ça fige. Si je suis éprouvé, je peux traverser l'épreuve. Si je suis inconfortable, je peux faire quelque chose pour être plus confortable. Si je dois m'adapter, je peux faire quelque chose. Parce que je fais de l'acte, de la thérapie, de l'action et de l'engagement. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire si c'est inconfortable? Et donc, de laisser ce mot qui enferme. Oui, et puis surtout, de revenir aussi à quelque chose que tu dis bien dans ton livre et que je partage tellement, c'est que quand on parle des émotions, ces fameuses émotions qui sont nos amis intimes et pas nos ennemis, et bien qu'il n'y a pas d'émotions négatives ou d'émotions positives, il y a des émotions qui peuvent nous faire sentir inconfortable ou inconfortable, mais qu'on a besoin des émotions pour comprendre le monde, on a besoin des émotions qui sont chargées de messages et qui viennent nous indiquer ce qui est en train de se produire dans l'environnement, et que si on est coupé des émotions, alors on est coupé de la vie et on n'y comprend plus rien en réalité. Et que les émotions, on le sait, je pourrais employer la métaphore, celle-ci d'Alain, avec les 3 C, cœur, corps, cerveau, on est en permanence relié à tout ça, mais on a quand même, nous en particulier dans nos sociétés cartésiennes, ce rapport aux émotions qui est quand même assez étrange. Oui, on a perdu ce contact aux émotions et souvent, je rencontre des gens, ils sont face à leurs émotions comme une poule face à un couteau, ils ne savent pas quoi en faire. Ils ne savent pas… et il y a besoin de redonner du sens aux émotions. Les émotions, elles nous informent de nos besoins, elles nous sont utiles, elles nous permettent de nous adapter. La peur nous informe que notre besoin de sécurité est peut-être malmené, la colère nous informe que nos droits sont bafoués, la tristesse nous informe que nous avons à renoncer. Donc ça a une fonction, ça nous est utile. Non seulement les émotions nous donnent des informations, mais c'est de l'énergie aussi pour nous donner à nous adapter. Donc soit cette énergie, je suis en colère contre mon voisin, je vais aller lui donner un coup de poing dans la figure, soit je vais lui dire que je suis en colère, soit j'utilise cette énergie pour ranger mon bureau. Les Noirs américains, ils utilisaient leur colère sociale sur le ring américain. Forrest Gump, à un moment donné, il a une grosse émotion, il part courir pendant 3 ans, puis d'un seul coup ça va mieux, il rentre à la maison. Donc les émotions, c'est à la fois une information et une énergie. Et si on ne sait pas ça, cette énergie va faire tourner notre machine à penser et on ne va pas se rendre compte qu'on auto-alimente par nos jugements, nos commentaires, on crée des émotions qui vont augmenter nos pensées, qui vont créer des émotions et ainsi de suite. Et on va s'enfermer là-dedans. Donc, c'est important
de redonner la fonction aux personnes que l'on côtoie des émotions pour qu'ils savent quoi en faire. Oui, c'est-à-dire que finalement, c'est la proposition la même qu'avec nos pensées, c'est-à-dire se mettre à un poste d'observateur, comme si on était sur une île au sec, et puis la tempête gronde, l'océan s'agite, mais on peut observer, on peut se retourner, et puis on peut effectivement soit prendre son surf pour aller s'appuyer sur la force des vagues, soit décider d'y aller un peu plus tard, c'est-à-dire de retrouver notre liberté de penser et notre liberté d'éprouver et de décoder derrière l'émotion quel est le message de cette émotion. Et c'est ça qui nous permet d'examiner finalement la réalité derrière l'émotion. Nous sommes bien d'accord. Tout à fait, ça nous permet de développer cette intelligence émotionnelle qui fait qu'on ressent les choses avec notre ventre, cette intuition. Et c'est la grande révolution de Damasio quand il a écrit ce fameux livre L'erreur de Descartes ou la raison des émotions, qui a vraiment révolutionné les choses, qui a montré qu'on raisonnait bien grâce aux émotions, grâce au fameux cas de Phineas Cage, qui a reçu une baramine qui a traversé son cerveau et qui est ressorti. Il était comme vous et moi. Mais malgré qu'il avait toutes les capacités cognitives pour réfléchir, il raisonnait mal et il se trompait. Il ne pouvait pas s'adapter, il ne pouvait plus s'ajuster. Il ne pouvait plus s'adapter, il ne pouvait pas s'ajuster. Et donc, il a terminé dans une pauvreté. Et Damasio, il a repris plein de cas comme ça pour montrer qu'on raisonnait grâce aux émotions. Les émotions, c'est formidable. Ça va beaucoup plus vite que l'intelligence cognitive. Et pour pouvoir accéder aux émotions, il faut leur laisser de la place. Et pour leur laisser de la place, il faut pouvoir ouvrir son ventre, respirer pour laisser une sorte de mer intérieure. C'est comme ça souvent que je me le représente, pour pouvoir écouter les échos que nous propose la vie. La vie nous propose des échos, les événements de vie, des échos qui sont nos sensations physiques, nos émotions et nos pensées. Et de tout ça, ça nourrit notre intelligence émotionnelle qui fait qu'on sent les choses. Moi, j'ai un souvenir, une fois, j'avais eu un problème avec un ordinateur. C'est un truc qui énerve tout le monde, on a tous des problèmes avec l'ordinateur. Et j'ai fait une procédure, 2 fois la même procédure, 3 fois la même procédure. À un moment donné, j'étais obligé de constater que je patinais, ça faisait 3 fois que je faisais les mêmes choses, que je pouvais en faire une 4e, mais ça ne changeait pas les choses. Donc, j'ai laissé poser, j'ai débranché mon mental, je me suis amusé, j'ai fait ce que j'ai voulu. Et le lendemain, j'ai repris l'ordinateur. Et bing. Et là, je me représente ça comme une sorte de glaçon qui d'un seul coup, hop, fait surface à l'eau. Ça m'est apparu la solution. Et donc, pour avoir cette réponse émotionnelle, cette intelligence émotionnelle, il faut apprendre à faire taire le mental parce qu'à un moment donné, c'est que des histoires pour redescendre dans le corps et pour que le corps nous dise ça doit être ça. Et puis passer aussi en mode par défaut, c'est-à-dire débrancher notre cerveau qui est en permanence en train de tenter de résoudre un problème pour laisser finalement les connexions de nos cellules nerveuses cérébrales, ces fameux neurones, déambuler à leur rythme et comme elles le souhaitent pour recréer un univers mental qui puisse faire émerger, comme tu le dis, cette solution créative. Ouais, ça c'est un sujet intéressant parce qu'on a découvert depuis quelques années qu'on avait plusieurs réseaux neuronaux. On a notre réseau neuronal d'action qui nous permet d'agir et puis il y a ce réseau neuronal dit par défaut ou de repos. C'est ce qui nous arrive quand on va faire 3 stations de métro et puis on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait 3 stations de métro. On était là sans être là. Alors ce réseau neuronal de repos peut nous jouer des tours parfois, notamment le soir parce qu'on débranche un peu trop pour switcher dans ce réseau neuronal de repos. Et c'est dans ce mode-là de vagabondage qu'on a tendance à avoir des crises de boulimie, à s'arracher les cheveux, la trichotillomanie, toutes ces pathologies-là. Mais c'est aussi ce réseau neuronal qui nous permet de vagabonder et de stimuler la créativité parce qu'il y a des associations qui vont se faire. La fameuse pensée divergente. Tout à fait. Oui, donc ça c'est particulièrement intéressant, mais finalement, si on en arrive un peu aux solutions, parce que maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait à t'écouter, et dans ma conviction profonde, et tu le sais, c'est que dans le fond, notre seule solution, c'est de revenir au corps en permanence. On n'a pas d'autre choix. Parce que finalement, dans le corps, on a toutes les ressources et toutes les possibilités de modifier notre rapport à nos pensées, de modifier notre rapport à nos émotions, de modifier cette emprise que les émotions et les pensées peuvent avoir sur nous en permanence. Donc revenir au corps, ou alors est-ce qu'il faut que tous on passe à l'acte? Trouver une harmonie entre tout ça pour vivre l'expérience telle qu'elle se présente, développer une continence de notre esprit
Hein, on a appris à être continent, je reprends mon image de nos selles et de nos urines, hein, on ne fait plus pipi comme des bébés dans notre culotte, et on peut être continent de notre cerveau, on n'est pas obligé de penser tout le temps. Et ça, on ne nous apprend pas à avoir cette continence pour simplement vivre, être con de temps en temps. Moi, je dis à mes patients, en thérapie, je vais vous apprendre à être con, parce que ça fait du bien de laisser le cerveau au vestiaire. On n'est pas obligé tout le temps d'être branché. Et pour vivre les choses simplement, humblement, et de jouer sur ce que nous propose la vie. Et en fait, ce n'est pas ce qui nous arrive, comme on disait tout à l'heure, c'est ce qu'on en fait. Et de voir qu'est-ce que je peux en faire de cette situation. Même les plus douloureuses, il y a toujours quelque chose qu'on peut en faire. Alors, Jean-Christophe, tu dis aussi quelque chose qui effectivement est politiquement pas du tout correct, mais ça te ressemble et jusque-là, une fois encore, tout va bien. Tu dis que les émotions ont un sexe. Oui, c'est-à-dire que le vécu émotionnel n'est pas la même. Je vous ai donné l'exemple des pensées hameçons. Les pensées hameçons… Toi, tu dis même vous voyez aussi. Non, c'est parce que je parlais au public. D'accord. Excuse-moi, je parlais au public. Oui, parce que tu dis qu'elles prennent plus de place, les émotions, chez les femmes. Oui, c'est un truc de nana, quoi, les émotions? Non, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Stéphanie Ayuso dans son fameux livre « Peur, tristesse, colère » qui dit que les filles ont plus d'émotions que les garçons et les gèrent pas très bien. Moi, je rajoute que les garçons ont plus de pulsions que les filles et les gèrent pas très bien. Chacun son problème. C'est schématique. Voilà, il y a des garçons qui fonctionnent comme des filles et des filles qui fonctionnent comme des garçons. Mais c'est de façon schématique, je trouve que ça fonctionne plutôt. En tout cas, la psychopathologie n'est pas la même entre les garçons et les émotions. Même les symptômes de la schizophrénie ne sont pas les mêmes chez les garçons que chez les filles. Et on est quand même des êtres un petit peu différents, on fonctionne différemment, même si c'est un long continuum et que tout le camailleux est possible. Et souvent, en tout cas, il y a certaines pathologies de rumination. On sait que les filles ruminent plus que les garçons. Et tu dis que la souffrance liée aux émotions est 2 fois plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Tout à fait. Le rapport aux émotions, le rapport à la souffrance est différent. Il y a plein d'études là-dessus. Hein, et la psychopathologie est différente entre les garçons et les filles. C'est pas grave, il faut savoir quoi en faire. Non, mais moi, ça me va très bien. Hein. Oui, c'est ça. Et chacun sa merde, finalement. Oui, chacun sa merde. Et ça me va très bien parce que Stéphanie Husso, c'est une fille qui en a parlé. Et le docteur Rapoport a fait un livre là-dessus qui explique la différence entre les garçons et les filles à partir de plein d'études. Au cas où on n'aurait pas compris qu'il y avait une différence. Oui, il y a des différences. Moi, tous les jours, je le constate. Tant mieux. Tant mieux. Bon, en tout cas, si on revient à ton travail et à ton livre, finalement, ta grande conclusion, hein, même si après on peut l'affiner, c'est que le seul choix que l'on ait, mais c'est un choix majeur, c'est de vivre au présent. Alors, bien sûr qu'on a besoin du passé, sinon on ne serait pas là à discuter tous les deux, et c'est important, ça nous construit. Bien sûr, on a besoin de faire des projets pour l'avenir, mais tout ça, notre cerveau sait très bien le faire tout seul, il n'a pas besoin de notre attention. En revanche, vivre dans le présent, c'est notre choix, c'est notre liberté, et c'est la seule possibilité pour pouvoir modifier quoi que ce soit. Oui, le seul espace de vivre où on peut vivre, le seul espace où on peut agir, c'est le présent. Et puis c'est notre présent qui construit notre futur. C'est le principe du karma, c'est ce qu'on fait aujourd'hui qui construit notre futur. Donc c'est là qu'on peut vivre. Hein. Oui, c'est là qu'on peut vivre et c'est là qu'on peut accepter, hein, même si ce mot est très compliqué à entendre, hein, puisque accepter, ce n'est pas se résigner, mais c'est pouvoir se dire, ce qui est là est là. Donc ce que je peux changer, eh bien je vais le changer. Mais ce que je ne peux pas changer, je peux lui faire une place et pas être complètement focalisé là-dessus et ouvrir ce fameux espace qui va nous permettre de vivre autre chose malgré ce qui peut nous faire souffrir. Alors c'est peut-être là qu'on peut parler plus de l'acte et le définir. L'acte, c'est une thérapie de l'acceptation et de l'engagement, c'est ce que tu viens de dire. C'est accepter, ne pas subir, mais composer avec ce qui vient avec nous et sortir de la lutte sur ce qu'on n'a pas de contrôle pour pouvoir négocier ce présent. C'est pour ça que la métaphore de l'acte, c'est le surf, parce que la vie, les événements de vie comme les émotions, c'est comme les vagues. Si on lutte contre les vagues, on finit par boire la tasse. Si on veut comprendre pourquoi il y a des vagues, on peut faire des tests jusqu'à la fin de sa vie. Donc finalement, vivre, c'est savoir si on prend ou ne prend pas la vague, et quand on la négocie, essayer de la négocier tout en se rapprochant de ce qui est important pour soi.
Et puis, certaines personnes peuvent être comme Brice de Nice, rester toute la vie sur la plage. Après, à chacun de choisir. Et souvent, moi, je le ressens comme ça. Je vois qu'il y a des événements comme celui d'aujourd'hui. Je n'avais pas du tout prévu de faire cette émission-là avec toi. Je ne savais même pas qu'elle existait il y a quelque temps. Ah oui, parce que quand même, aujourd'hui, tu avais conscience. On en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça a été une proposition qui est venue, tu me l'as proposée, et je l'ai pris comme une vague. Voilà, et me faire emporter par l'histoire. Et finalement, c'est des moments, les plus beaux moments que j'ai vécus, que ce soit en vacances, dans ma vie professionnelle, c'est des fois des choses que je n'avais pas prévues. C'est des vagues que j'ai prises, ça m'a amené quelque part, et c'est formidable, et je suis très heureux d'être ici. Je suis très heureuse que tu sois là. Et puis, ça permet aussi de parler de quelque chose de très important, même si on en parle rapidement ce soir, mais qui est le fait de pouvoir identifier nos valeurs, parce qu'on finit par s'embrouiller et que c'est si important de savoir qu'est-ce qui est important pour nous. Moi, par exemple, j'ai des valeurs très fortes qui sont autour de l'engagement, autour de la transmission, autour du partage, autour de l'innovation, de la transformation. Toi, je sais que tu n'as pas tout à fait les mêmes valeurs que moi, mais tant qu'on n'a pas identifié ces valeurs, finalement, on n'a pas notre boussole intérieure. Et on vit au gré de notre mental et des autres et de comment les autres attendent que l'on vive. Oui, on se raconte une histoire sur ce que pensent les autres et au lieu d'être centré sur soi-même, on est centré sur les autres. Et c'est ce terme-là que tu emploies qui est très important, c'est construire sa boussole de vie. Et notre boussole de vie est fait de… alors le terme valeur, des fois, c'est un terme qui peut emprisonner. Moi, celui qui me parle le plus, c'est ce qui est précieux pour moi. Enfin, c'est ce que tu dis dans ton livre, hein, tu parles de valeur. Oui, mais c'est vrai que ça vite une connotation de valeur morale. Tout à fait, parce que je suis théorique, comme on dit dans l'acte, mais souvent, moi, ce qui me parle, en tout cas, c'est ce qui est précieux pour moi, pour d'autres personnes, c'est ce qui a du sens, ce qui est important. Il faut trouver le terme qui permet de construire cette boussole. Et moi, ma boussole, mes valeurs, c'est plutôt la gentillesse, la bienveillance, l'humanisme. Je pense que c'est pour ça que je suis devenu psychiatre, pour ça que j'ai fait la science, j'aime bien comprendre. C'est pour ça que je suis devenu médecin. À 15 ans, on m'aurait dit ça, j'aurais jamais cru que… je ne sais pas si j'aurais cru que j'aurais été psychiatre, peut-être. Et je suis devenu psychiatre libéral alors que j'ai commencé à l'hôpital parce qu'il y avait trop de contraintes à l'hôpital, ça m'emmerdait, j'ai fait un pas de côté parce que la liberté c'est important pour moi et je suis breton et un breton ça fait que ce qu'il veut. Alors ça nous permet d'arriver à la conclusion parce que finalement ce que tu nous proposes, et tu nous en donnes plein de possibilités dans ton livre, c'est que tu nous dis il faut apprendre à jardiner. Ah, ne me regarde pas comme ça, vas-y. Non, mais laisse-moi… Enchaîne. Laisse-moi respirer, accueillir. Oui, c'est planter des graines, c'est faire des choses dans le présent. On ne sait pas ce que ça va donner plus tard, ce qui va pousser, pas pousser, si c'est tout de suite ou pas tout de suite, mais c'est y mettre chaque instant des graines, les arroser et que la vie et l'être humain, c'est comme un jardin. Si on s'en occupe pas, ça tombe en friche. Et ce n'est pas forcément des grandes choses, mais c'est des choses régulières. Tu dis chaque jour est une vie. Oui, chaque jour est une vie. Ce titre-là vient d'ailleurs d'une exposition qu'a fait un très bon ami qui s'appelle Yves Kemener. C'est incroyable pour un Seznec de rencontrer un Kemener. Il a fait une exposition de photos de clowns. Et il a eu la gentillesse de me demander de faire un texte pour son exposition et il utilisait ce terme-là, chaque jour est une vie. En effet, chaque jour est une vie. Et il y a quelque chose à vivre à cet instant-là et il y a des choses à planter. On ne sait pas ce que ça donnera et puis ça donnera des événements de vie, des belles rencontres. C'est peut-être les graines qu'on a fait ensemble qui fait qu'on se retrouve ici. C'est peut-être les graines de ce qu'on vit ici ensemble que vous voilà ici. Je connais certaines personnes ici dans différentes occasions et puis finalement, voilà, on se retrouve ici tous ensemble et peut-être qu'il y a des choses qui pousseront, peut-être des choses qui s'arrêteront. Et puis voilà, c'est la vie, that's life. Bien, écoute, sur cette belle envolée, un immense merci à toi, Jean-Christophe, pour ta confiance. Merci. Je vous encourage vraiment à lire ce livre, magnifique, qui est très très riche. Et qui va vraiment dans tous les petits recoins. Bravo pour ce travail, bravo à Sophie.
Hein, tu lui feras un gros bisou pour moi. Et puis, elle est très utile dans l'écriture et dans ses livres. Pour jardiner, finalement. Tout à fait. On jardine ensemble. Voilà, vous jardinez ensemble. Et si parmi vous, vous avez des remarques, des questions. Alors, il y a peut-être des questions sur le fil Facebook, mais en vérité, je ne les vois pas. Donc, tant pis. Hein, je les verrai une autre fois, une autre vie, une prochaine émission. Je rappelle que c'est la première, donc on a essayé de faire au mieux. Tout n'est pas tout à fait parfait, tout à fait calé, mais c'est déjà formidable. Donc si vous avez des questions à poser à Jean-Christophe Seznec, la parole est à vous. Vous allez faire preuve d'une immense timidité? Non, Muriel, pas toi, vas-y. C'est toujours des questions, toi. Oui, mais je pensais à ça. Vas-y. Le micro pour qu'on entende sur Facebook. Oui, vous disiez, je pensais au fait que souvent on doit prendre des décisions et on se dit, j'attends demain, je laisse descendre, j'attends demain. Ce que vous avez expliqué tout à l'heure, je me suis dit, finalement, je le fais naturellement, parce que souvent, on se dit, ça, on fait descendre, on prend du recul et on prend la décision le lendemain. En fait, c'est ça, ce que vous avez expliqué. En tout cas, les grands-mères, autrefois, avaient cette idée que la nuit porte conseil, il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, parce que ce qu'on a envie de faire dans l'impulsion, dans l'instant, c'est notre cerveau émotionnel qui le propose. Il faut vérifier que l'être humain que l'on est a vraiment cette envie. Et puis d'ailleurs, est-ce que ça fonctionne vraiment? Donc de laisser reposer, de laisser décanter pour laisser, comme on dit dans la méditation, apparaître l'eau claire, ça peut être intéressant. Et puis ça me fait penser à un autre sujet qu'on n'a pas abordé, qui est la procrastination. La procrastination, c'est remettre aussi au lendemain. Mais là, ça fonctionne différemment. C'est-à-dire que quand on veut faire quelque chose, on se dit « Ah, mais je devrais faire ceci, ah, je devrais faire cela ». Et finalement, ces pensées qui viennent se mettre entre nous et l'action sont douloureuses. Et comme elles sont douloureuses, la seule manière d'échapper, c'est qu'on fuit l'action. Et finalement, c'est un apprentissage chez les gens qui procrastinent, c'est apprendre à faire action-réaction, à éviter de se mettre ce mental entre les deux. Vous dissociez procrastination et report de... Oui, le fait de faire émerger quelque chose, c'est-à-dire de laisser reposer, en fait, un peu comme Jean-Christophe parlait des grands-mères, comme on fait reposer une pâte. Tu vois, on laisse la pâte reposer. Il y a des moments où on a besoin de laisser reposer nos pensées, de laisser reposer nos émotions, et ça va permettre une clarification. Tu sais, c'est comme les boules de neige qu'on achète dans les magasins de souvenirs. Quand on les remue, les particules sont dans tous les sens, et à partir du moment où on les pose, les particules vont doucement descendre vers le fond, et à ce moment-là, la figurine ou la statuette va apparaître en pleine clarté. C'est ce que nous propose Jean-Christophe avec cette idée il y a des moments où il faut arrêter de lutter, parce que ce n'est pas dans la lutte et dans la crispation qu'on va pouvoir trouver un éclaircissement ou une solution, mais plutôt dans le fait de déposer les choses, et à ce moment-là, ça va se réaménager autrement, et ce que l'on cherchait va émerger et va nous proposer peut-être un chemin qu'on n'aurait pas soupçonné. Face à un problème, bien souvent, même s'il y a urgence, on a plus intérêt à ralentir, à se poser, à s'asseoir, qu'à courir pour trouver la solution. Alors, bien souvent. La procrastination, c'est quelque chose... Donc, en fait, la procrastination, c'est souvent des choses qu'on n'a pas envie de faire. C'est pas qu'on tourne en rond, qu'on ne trouve pas la solution, c'est qu'on n'a pas envie. Donc, en fait, on dissocie bien les deux. Oui, c'est vraiment pas du tout le même processus. Ouais, puis, merci. Et puis, il y a aussi le fait il n'y a pas envie, puis il y a aussi le travail de choisir, d'être dans l'action et donner du sens à chaque chose. Mais les vrais gens qui procrastinent, qui ont la maladie de la procrastination, en fait, c'est un problème lié à ce mental qui est douloureux parce que ça leur donne trop de pensées et il faut qu'ils trouvent des solutions à chaque chose et c'est trop énorme. Et le premier exercice que je donne à mes patients, moi, mon cabinet est au 2e étage, je leur dis, vous allez avoir le choix pour partir entre escalier et ascenseur. Je leur demande juste de ralentir et d'observer le choix qu'ils font pour sortir de cette mode automatique qu'on a à vivre, de cette conscience absente, pour être engagé pleinement là, dans le choix, et si on peut, de trouver un sens à ce choix-là. Ça ne veut pas dire que le lendemain, ils feront le même choix, mais d'être vraiment là, pleinement dans l'action. Merci beaucoup. Une autre remarque, une autre question? Non. Alors, si tu veux bien, Jean-Christophe, on va passer à notre dernière rubrique. On arrive à la fin de l'émission. Donc, notre dernière rubrique, #UpToRead. Donc, on a choisi, et toi et moi, quelques livres qui nous ont particulièrement
touchés, émus, enthousiasmés ces derniers mois. Donc les voilà, ils sont là. Ça, ce sont les miens. Ça, ce sont les tiens. Ah ben, écoute, on va... À ton tour. À moi. Oui, j'ai beaucoup parlé à ton tour. Ok, alors moi, je vais d'abord vous parler de ce livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre de Serge Marquis, qui est un psychologue québécois, qui a écrit un livre, un autre livre qui a eu énormément de succès, qui s'appelle J'arrête de penser, ou je ne sais pas quoi. Le Pansouillard. Pansouillard le hamster, ou enfin, bon, bref, le hamster qui tourne dans sa roue, donc on voit bien l'image. Et alors ce livre n'est pas du tout c'est pas du tout ça, mais je trouve que c'est très intéressant par rapport à tout ce qu'on vient de dire tous les deux, c'est que c'est un livre sur l'ego. Et l'ego est effectivement quelque chose qui nous rend terriblement dépendants. Et le talent de Serge Marquis dans ce livre, c'est de l'avoir pris sous un angle plus romancé. C'est-à-dire qu'il nous entraîne avec son personnage, d'ailleurs au Québec, son livre s'appelle Égoman, mais l'éditeur français n'a pas voulu de ce titre. Et il nous entraîne avec lui dans toutes ces situations où on se rend compte qu'on est enfermé, piégé, où on a ces miroirs déformants avec cet ego qui cherche à nous faire croire tellement de choses et qui nous conduit à nous éloigner d'une certaine façon de nous-mêmes. Et ce que dit Serge Marquis, c'est ce qu'on a beaucoup dit ce soir, c'est qu'on joue plutôt nos vies, non pas comme un clown, mais on joue plutôt nos vies plutôt que d'être vraiment totalement vivant. Et on joue des rôles, même des beaux rôles, mais en tout cas qui nous font souffrir souvent et qui nous éloignent de notre propre réalité. Et je citerai cette phrase de Serge Marquis qui dit « Il ne faut pas que tu aies tout le temps envie d'être aimé, et c'est un peu le contraire de ce que tu disais tout à l'heure, il faut juste que tu saches que tu es tout le temps capable d'aimer. » Donc vraiment cette notion que de ne pas chercher en permanence d'avoir cette reconnaissance des autres, mais savoir qu'on est toujours nous. Donc de revenir à notre liberté et notre capacité à aimer, et s'en souvenir toujours. Et le secret, insiste-t-il, et on en a beaucoup parlé tous les deux ce soir, c'est revenir à la présence, bien sûr. Être là est la seule solution, dit-il. Il n'y a pas d'autre remède à la peur, à l'angoisse, à toutes les formes de souffrance psychique, au vieillissement, aux pertes. Être là. Donc, merci beaucoup Serge Marquis pour ce remarquable traité. Il a un vrai talent de conteur et je vous invite vraiment à aller déambuler avec son Égoman parce que c'est vraiment une très belle balade et le seul risque qu'on prend, et c'est un vrai risque, c'est de se rencontrer soi. Donc, je vais te laisser poursuivre avec un de tes deux livres. Alors, je vais commencer par un roman qui s'appelle Le Cercle de Dave Eggers, qui est d'actualité puisqu'on est en direct sur Facebook. C'est un livre qui raconte l'histoire d'une entreprise qui est une sorte de mixte entre Google, Facebook, ou une jeune femme qui rentre, qui est très contente parce que cette entreprise, elle est très sympathique, on peut y faire du sport, on peut y faire du spectacle, c'est un vrai lieu de vie, c'est un vrai endroit où il se passe plein de choses, on peut même dormir dans l'entreprise, tout ça. Puis tout doucement, elle doit répondre à des indices de performance, de satisfaction des clients sur le service de son entreprise. Puis tout doucement, au fur et à mesure, il y a plein d'écrans qui se mettent parce qu'elle doit faire preuve qu'elle est sympathique sur ses collègues. Il faut faire autant de temps de travail dans la production que dans le social dans l'entreprise. Et puis tout ça, on voit comment finalement toutes ces informations viennent l'envahir, viennent gangréner sa vie. Elle doit tout dire, tout se montrer. Et le paroxysme, c'est qu'à un moment donné, ils se disent, finalement, autant être transparent. Être transparent dans ce livre, c'est porter une caméra pour qu'on soit au courant de tout. Comme ça, il n'y aura plus de vol, on ne pourra plus mentir. Mais au fond, ça devient presque une dictature. Et on peut imaginer, ce livre, c'est une sorte de 1984 de notre époque, parce que l'un des gros enjeux de Facebook et de tous ces outils-là, c'est qu'il y a plein de fausses nouvelles, on ne sait plus ce qui est vrai et pas vrai. Et finalement, la meilleure solution pour savoir ce qui est vrai et pas vrai, ça serait d'avoir tous des caméras, comme ça, on saurait ce que font nos hommes politiques, mais en même temps, on ne pourrait même pas être un jour fatigué, on ne pourrait pas s'arracher dans le canapé, parce que les gens pourraient être interprétés. C'est finalement, en voulant dire la vérité, tout peut être sujet à encore plus d'interprétation et ça peut être une immense dictature.
Et donc, je trouve que ce livre-là est un roman extraordinaire pour nous questionner sur notre époque, sur ces enjeux-là. Ça a été d'ailleurs le sujet d'un film. Je ne l'ai pas encore vu, le film. Avec Emma Watson. Donc, je vais le voir bientôt. Et vraiment, il m'a beaucoup interrogé. Et je me demandais même, je vais être provocateur, parce qu'en janvier, il y a le Dry January, que j'ai fait d'ailleurs. Et je me demandais si en février. Le Dry January. C'est-à-dire ne pas boire d'alcool pendant le mois de janvier. Je me demandais si j'allais pas faire le Web January. Le Web February plutôt. Tu es libre. Le Web February parce que notamment, je ne sais plus comment il s'appelle, l'auteur de Sapiens. J'ai un trou de mémoire. Ce chercheur israélien, il dit qu'il y a tellement de sollicitations qu'on devrait presque faire par an, je crois que c'est 3 mois de méditation pour se remettre à recette notre cerveau. Je ne sais plus, il donne un chiffre énorme, je ne m'en souviens plus exactement. Mais peut-être que dans ce monde, on est hyper stimulé, où tout est communication, tout est information. Ben, on a le droit peut-être, ce qui est évoqué dans le livre, de disparaître et de ne plus être là. Et peut-être faire un Web February. Je ne sais pas, c'est une idée comme ça que je dis. Donc moi, je vais enchaîner sur mon deuxième livre. Alors là, vraiment, c'est un livre... c'est impossible de ne pas lire ce livre. C'est le Bal des folles de Victoria Mas. C'est son premier roman. Jonathan, si on peut avoir l'image, please, merci. Donc c'est un livre absolument incroyable. Mais quel livre, mais quelle puissance, mais quel choc. C'est vraiment... moi, j'ai l'habitude de lire beaucoup, de lire très vite. Et vraiment, pour lire ce livre, j'ai ralenti. J'ai ralenti ma cadence. Je voulais vraiment être en présence de chacun des mots, de chacune des images. Je voulais en profiter. Et en fait, ce livre est extrêmement documenté parce que ça se situe à la fin du 19e à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris avec Charcot et avec donc les premiers patients, enfin pas patients d'ailleurs, les aliénés, puisqu'ils s'appelaient comme ça à cette époque, en psychiatrie, qui n'étaient pas de la psychiatrie, mais qui étaient de la neurologie. On pourrait presque parler de Freud dans cette histoire, mais j'en parlerai pas. J'ai résisté. Et donc de toutes ces centaines de femmes aliénées dans des conditions absolument incroyables, sur des kilomètres de Lyon-Fer-Blanc, avec des infirmières à peine formées, des apprentis sorciers plutôt que vraiment des médecins. Et ceux qui soignent, puisque Charcot, on se souvient, on n'y était pas, mais on sait que Charcot, sa porte d'entrée dans tout ça, c'était en particulier l'hystérie, ces grandes crises d'hystérie très spectaculaires. Et quand même, le traitement consistait à appuyer avec 2 doigts sur les ovaires, donc en présence de public, donc sous les yeux surexcités de plusieurs dizaines d'apprentis médecins, ou comme je le disais plutôt d'apprentis sorciers. Donc c'est vraiment ce contexte qui est très particulier, et puis c'est l'histoire d'Eugénie, qui est une jeune fille de bonne famille, et qui, elle, a une particularité, c'est qu'elle ressent les morts, et elle voit des choses du monde de l'invisible, et ça fait très peur à son père, qui se dit que sa fille ne pourra jamais être mariée, et bien mariée, dans ces milieux bourgeois de la fin du 19e, et il décide de l'enfermer à la Salpêtrière comme une folle, de façon à ce qu'elle ne vienne pas salir la réputation de sa famille. Et ce qui est absolument incroyable aussi, c'est que c'est d'où le titre de ce roman, c'est le point d'orgue de l'hôpital de la Salpêtrière et de ce service à cette époque-là, c'est le bal annuel, c'est-à-dire que tous les ans, Charcot et les médecins conviés à un bal, la bonne bourgeoisie parisienne, et les folles, puisqu'on les appelait comme ça, étaient habillées, maquillées, pomponnées, et venaient danser avec les bourgeois de Paris, et avec cette espèce d'excitation de rencontrer des folles, de toucher la peau des folles, de sentir une folle, et si évidemment l'une d'entre elles pouvait faire une petite crise d'hystérie et tomber dans les pommes, c'était le clou de ce bal. Enfin, c'est un livre totalement fascinant, très révoltant bien évidemment, mais qui vient aussi souligner quelque chose qui m'a particulièrement émue et fait réfléchir, c'est cette idée qu'en fait, on n'y connaît rien, on ne sait rien,
On a l'illusion parfois d'être des sachants, de comprendre. Tout évolue tout le temps parce qu'eux, ils y croyaient, dur comme fer, à leurs ovaires et à leur crise d'hystérie. Nous, aujourd'hui, on croit à d'autres choses et on a parlé des règles et des croyances. Et je crois que nous, les psys, on doit faire attention à ne pas se laisser piéger dans notre environnement culturel de référence qui nous convainc que ce qu'on dit, ce qu'on pratique, c'est la réalité juste d'aujourd'hui. Oui, je peux aller que dans ce sens. Il faut rappeler que par exemple les cures de Salkeld, les cures d'insulinique, à l'époque, on disait que ça avait plus de 90% de succès. Alors que maintenant, faire des comas insuliniques, ça paraîtrait horrible. Et c'est pour ça que la thérapie ACT, c'est quelque chose de génial, parce que c'est une thérapie qui est aujourd'hui et qui va peut-être changer, qui va peut-être évoluer. Et l'une des évolutions, c'est ce livre que je trouve formidable de Mathieu Villatte, Maîtriser la conversation clinique, qui est vraiment un livre qui vraiment crée une nouvelle marche dans la façon d'appréhender la psychothérapie, quelles que soient ses références théoriques. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'EMDR, de l'acanien, faire des TCC. Ce qu'il dit dans ce livre, c'est que finalement, tous les mots sont des outils. Et tous les mots sont des stimuli qui vont créer des résonances. Et donc, comme le sculpteur, il sculpte la pierre, eh ben, on peut sculpter finalement une remise en ordre chez les patients en choisissant chaque mot pour faire évoluer les personnes, changer les règles, changer cette prison mentale dans laquelle sont enfermés les gens. Alors, c'est le premier livre qui a été fait sur ce sujet-là avec Steve Hayes, qui est quand même l'un des grands fondateurs de la thérapie ACT, avec Kelly Wilson et Kirk Rosal ont inventé la thérapie ACT. Pour l'instant, je le trouve un peu, je vais être provocateur, lacanien. C'est-à-dire que le langage est un peu… il a besoin d'être digéré. Mais quelle révolution sur cette manière de penser son langage, de penser la psychothérapie et de ne pas lancer des mots au hasard et pas des mots… Il n'y a pas besoin de se raconter des histoires compliquées de conscient, subconscient ou autre chose sur d'autres thèmes pour parler avec les patients. Les mots suffisent en eux-mêmes, ils permettent de changer des choses chez les patients et de choisir chaque mot avec précision et dextérité. Eh bien voilà, nous voilà arrivés au bout. On avait prévu 1h15, on a fait 1h18. On peut être fiers de nous. Bravo. Hein, parce que nous sommes des grands bavards tous les deux. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur le fil Facebook. Merci Christian Amouzou pour ta rubrique insolente et pertinente sur le film Joker. On se retrouve le mois prochain avec Didier Van Covelart et son livre sur la bienveillance. Il sort lui aussi de sa zone de confort pour venir nous gratouiller sur un sujet plutôt psy. Mais Didier Van Covelart étant un grand auteur de notre génération, je suis très heureuse de l'accueillir et j'espère vous retrouver dans un mois. Merci à toi. Merci, Jeanne.